Europe 1. Le journal de 7 heures présenté par Wilfried de Villers. Bonjour Wilfried. Bonjour Lionel, bonjour à tous. 2 jours après la collision entre 2 avions Rafale, l'enquête pour déterminer les causes exactes de l'incident se poursuit. Une collision qui a entraîné la mort de 2 pilotes, un élève et son instructeur, alors que le pilote du 2e avion, lui, est parvenu à s'éjecter et a été retrouvé vivant. La zone du crash était passée au peigne fin depuis hier. Mélina Fachin, l'erreur humaine semble pour l'instant être l'hypothèse la plus probable. Il faut rester très prudent, mais selon Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et pilote de chasse, l'hypothèse d'une panne technique, même si on ne peut pas l'exclure, n'est pas la plus probable. On aurait eu un lancement d'un message d'alerte. Donc, ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu peut-être une hypothèse, une perte de visuel. Quand on est amené à manœuvrer, ça va très vite. Évidemment, il faut être très attentif. C'est extrêmement rare, fort heureusement, mais le risque zéro n'existe pas. 2 enquêtes ont été ouvertes, une par l'armée et une autre par le Bureau enquête accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État, le BEA. Elles seront extrêmement rigoureuses. Les enquêteurs vont bien entendu interroger le pilote rescapé. Ils vont utiliser et analyser les enregistreurs de vol qui sont très précis, pratiquement au mètre près, à la seconde près. Vu le profil et la nature de cet accident, ça ne devrait pas être très compliqué. Et il estime qu'on devrait connaître les conclusions de ces enquêtes d'ici quelques semaines. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est par ailleurs rendu hier sur la base aérienne de Saint-Dizier, celle à laquelle étaient rattachés les pilotes. Les honneurs militaires seront rendus aux 2 pilotes décédés la semaine prochaine. Un nouveau variant de Mpox, anciennement variole du singe, détecté en Suède, variant plus contagieux et plus dangereux, potentiellement létal s'il n'est pas traité à temps. C'est dans ce contexte que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, alerte sur une probable importation de nouveaux cas, notamment depuis le continent africain où la maladie progresse. Près de 38 500 cas en 1 an et demi. Le risque d'une propagation importante en Europe est toutefois pour l'instant considéré comme faible par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Paul Watson, dont nous vous parlions hier sur Europe 1, va rester derrière les barreaux 4 semaines supplémentaires au moins. Le défenseur des baleines, fondateur de Sea Shepherd, faisait face à la justice du Groenland après son arrestation fin juillet. Une audience en danois uniquement, sans traduction pour Paul Watson, le militant qui est désormais dans l'attente de son éventuelle extradition vers le Japon, où il encourt 15 ans d'emprisonnement. Mais tout n'est pas encore perdu, Maxime Gondelot. Si la Cour d'appel du Groenland a décidé de le maintenir en détention provisoire, c'est uniquement pour éviter que Paul Watson ne s'échappe avant la décision finale concernant son extradition. Une demande formulée par le Japon depuis 12 ans. Le pays du soleil levant l'accuse d'être co-responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier en 2010. Il risque une peine d'emprisonnement de 15 ans sur place et une amende pouvant atteindre 500 000 yens, soit environ 3 000 €. Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd France, était présente hier lors de l'audience. Elle trouve cette décision injuste. On n'est pas si étonné que ça, malheureusement, de l'issue. Par contre, la façon dont l'audience s'est déroulée est vraiment scandaleuse. Il n'a même pas eu droit à un interprète. 99% du temps, on ne comprenait strictement rien à ce qui se disait. L'autre élément très problématique, c'est que le juge a refusé de visionner les preuves vidéo qui font la démonstration qu'en fait le Japon a falsifié des preuves. On a tous les éléments pour le prouver de manière factuelle et irréfutable. Le juge n'a pas voulu voir. Les avocats de l'activiste ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils faisaient appel. En attendant de savoir si Paul Watson aura affaire ou non à la justice nippone, une pétition demandant sa libération a déjà recueilli plus de 60 000 signatures. Maxime Gondelot. Deuxième journée de discussion à Doha au Qatar en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Si les États-Unis saluent un début prometteur, reste que le Hamas est absent du rendez-vous diplomatique. Autour de la table, des représentants des services de renseignement israéliens, le patron de la CIA ou encore des responsables qataris. Des discussions qui se basent sur un plan américain proposé fin mai et dont Israël entend modifier certaines clauses. Des négociations pour mettre fin à plus de 10 mois de guerre qui ont fait plus de 40 000 morts dans la bande de Gaza, selon le Hamas. Une étape sombre pour le monde entier, regrette le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir éliminé plus de 17 000 terroristes dans l'enclave palestinienne. Et c'est dans ce contexte de tension régionale et de crainte d'un conflit ouvert entre le Liban et Israël que le chef de la diplomatie française était au Liban justement hier. Une visite de Stéphane Séjourné alors qu'une riposte de l'Iran et de son allié du Hezbollah libanais pourrait être lancée contre l'État hébreu. À Beyrouth, Inès Gilles.
La désescalade dans la région, tel est le programme ambitieux de la visite de Stéphane Séjourné au Liban. Le ministre démissionnaire des Affaires étrangères a rencontré le président du Parlement, Nabi Berri, dont le parti Amal est allié au Hezbollah, puis le premier ministre sortant, Najib Mikati, avant de se réunir avec son homologue Abdallah Bouhabib. La France tente de réimposer de nouveau sa voix au Moyen-Orient, à l'heure où Paris est de plus en plus inaudible. Durant sa visite, Stéphane Séjourné a affirmé apporter un message très simple de désescalade aux autorités libanaises, estimant qu'un cessez-le-feu à Gaza était nécessaire pour garantir la paix dans la région. Avec cette déclaration, la France s'allie sur son allié américain. Washington a récemment reconnu que le retour au calme à la frontière libanaise ne pouvait se faire qu'avec un cessez-le-feu à Gaza. Ce mercredi, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Amos Hochstein, était lui aussi en visite à Beyrouth. Nous pouvons obtenir la fin du conflit maintenant. Mais nous comprenons aussi que nous devons obtenir la fin du conflit à Gaza. Un nouveau cycle de pourparlers a repris jeudi entre Israël et le Hamas, alors que les craintes d'une escalade régionale s'amplifient. Beyrouth, Inès Gilles, Europe 1. Il est 7h07 sur Europe 1. Y aura-t-il vraiment un avant et un après Jeux Olympiques? La question de notre série sur les retombées économiques des JO. Et pour le tourisme, l'effet jeu a bien eu lieu, plus 20% de fréquentation par rapport à 2023, des hôtels occupés à 80%. Paris, qui était déjà la première destination touristique mondiale, pourrait attirer encore plus de visiteurs dans les prochains mois, avec un enjeu de taille, Aurélien Fleureau, garder le même niveau de qualité que pendant les JO. Dans les villes qui accueillent les Jeux Olympiques d'été, l'effet n'est pas toujours garanti. Mais à Barcelone en 1992 ou plus récemment à Londres et à Rio, il y avait eu un net regain d'intérêt pour ces destinations. Les spécialistes du secteur expliquent qu'il n'y a jamais de bond touristique immédiat, mais l'effet à long terme peut être progressif et durable. Et c'est ce qui logiquement devrait se produire après Paris 2024, explique Jean-Baptiste Tréboul, directeur de la revue Espace, Tourisme et Loisirs. La vraie différence qu'il y a eu avec ces JO, c'est qu'on a une expérience visiteur extrêmement positive, ce qui n'était pas toujours le cas en France et encore moins à Paris. Et là, on a progressé dans 3 domaines vraiment clés qui sont l'accueil, l'amabilité, les sourires, etc. Deuxième point, la propreté. Et puis enfin, sur la sécurité et la sûreté. Et donc, on va avoir un effet de bouche à oreille assez fort et vraisemblablement assez durable. Et maintenant, poursuit l'expert, la région va avoir un problème de riches. Les touristes viendront, c'est sûr, mais pour transformer l'essai sur la durée, plutôt que de promouvoir la destination Paris, il faudra investir pour assurer une qualité d'accueil au niveau de celle des JO. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Des tremblements de terre violents et destructeurs, c'est la crainte au Japon, mais aussi en Californie. Oui, l'État américain est pris de plusieurs secousses ces dernières semaines. En une quinzaine de jours, le sud de la Californie a connu plusieurs tremblements de terre, des séismes ressentis jusqu'à Los Angeles et qui sont de plus en plus fréquents, laissant planer la peur du Big One, un séisme très violent à Vivafrid. Oui, ce son, c'est celui de l'alerte tremblement de terre qui a retenti plusieurs fois ces dernières semaines sur les smartphones californiens. Au cours des 20 dernières années, on comptait environ 5 tremblements de terre de magnitude 4 et plus. Cette année, on en est déjà à 13, mais rien d'alarmant pour la sismologue Lucy Jones, interrogée par NBC4, juste une piqûre de rappel. On vit tous dans la région de Los Angeles, dans un rayon de 8 km d'une faille active. La plus célèbre de ces failles est bien sûr celle de San Andreas, qui pourrait produire un séisme très violent. Les secousses les plus récentes viennent, elles, d'un système de failles plus modeste, celui de Puente Hills, mais autrement plus destructeur, selon Lucy Jones. Quand on modélise ce que pourrait être un séisme de magnitude 7,5 sur la faille de Puente Hills, on a 10 fois plus de dégâts qu'un séisme de 7,9 sur celle de San Andreas, parce qu'il y a beaucoup plus d'habitants et de bâtiments au-dessus de Puente Hills. Les Californiens sont encouragés à faire des réserves d'eau, de nourriture et de piles, car impossible de prédire où et quand le prochain séisme majeur se produira. Aviva Fried, l'une des correspondantes d'Europe 1 aux États-Unis. Dans le journal de Wilfried de Villers. Merci Wilfried. Dans le prochain journal à 7h30.